Bonjour. Alors, j'ai choisi un thème aujourd'hui qui est pas mal d'actualité, vu qu'on parle beaucoup de violences faites aux femmes. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai choisi ce thème non pas pour dénoncer les hommes ou les mettre mal à l'aise. Bon, il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui, donc ça va. Mais c'est surtout pour essayer d'expliquer que si vous êtes une femme et que si vous êtes victime de violence ou si vous avez autour de vous des personnes qui sont victimes de violence, eh bien sachez qu'il y a des recours qui existent, qu'il y a des droits, que la violence est interdite, quelle que soit la situation, quel que soit le cadre et quel que soit l'endroit. Le recours à la violence est quelque chose d'illégal et qui est bien encadré par la loi. Donc déjà, avant de vous expliquer quels sont les recours dont vous disposez ou quels sont les recours dont disposent peut-être certaines femmes autour de vous qui pourraient être victimes de violences conjugales, j'ai envie de vous expliquer qu'est-ce que c'est la violence conjugale, parce que on a souvent l'impression que la violence conjugale, ça va être le conjoint qui va frapper sa femme. Alors que la violence conjugale, c'est pas que ça. La violence conjugale, elle peut revêtir plusieurs formes. Ça peut être tout d'abord la violence psychologique, c'est-à-dire une personne qui va être victime d'un acharnement, d'un harcèlement moral, qui va être insultée, qui va être menacée. Eh bien, même si elle n'est pas frappée, même si elle ne subit pas des coups, il faut savoir que cela, c'est de la violence psychologique et on considère cela comme de la violence conjugale qui est punie par la loi. On a bien évidemment les violences physiques. Donc les violences physiques, ça va être, ça parle tout seul, hein, ça va être les coups et les blessures qui vont être engendrées par le conjoint. On a aussi les violences sexuelles, donc qui vont être tous les actes forcés. Et on a aussi une violence qui est très peu connue par le grand public, qui est la violence économique. Sachez que la violence économique, c'est considéré comme étant une violence conjugale. Alors, qu'est-ce que c'est que la violence économique? C'est important de bien comprendre parce que là, vous allez peut-être vous rendre compte que autour de vous et autour de nous, on a vraiment beaucoup de femmes qui sont victimes de violences économiques, peut-être même plus que de violences psychologiques. Ça va être un conjoint, une femme qui va être privée de ressources financières et qui va être maintenue dans la dépendance financière de son conjoint. Une personne qui est privée de ressources financières et qui va être dans le maintien de la dépendance au niveau de ses ressources financières et qu'elle vit cette situation comme quelque chose de gênant et quelque chose de malsain, qu'elle vit vraiment très mal, eh bien dans ce cas-là, il faut savoir que c'est considéré juridiquement comme étant de la violence conjugale. Donc c'est bien important de savoir que la violence conjugale, c'est pas seulement les violences psychologiques, c'est pas seulement les violences physiques, c'est également les violences psychologiques, les violences sexuelles, les violences économiques. Ensuite, on a souvent l'impression que les violences conjugales, c'est uniquement quand on est marié. Alors que non, les violences conjugales, c'est pas seulement lorsqu'on est marié. La victime et l'auteur, hein, ils peuvent très bien être mariés. Ça peut être aussi des concubins. Ça peut être des personnes qui sont pacsées et ça peut également être des personnes qui sont divorcées, séparées ou qui ont rompu le pacte. Là encore, souvent les personnes pensent que lorsqu'on est divorcé, eh bien les violences, on ne pourra plus qualifier ça comme étant des violences conjugales. Alors que non, le fait d'avoir divorcé ou de s'être séparé ou d'avoir rompu un pacte, mais si vous continuez à être victime de violences conjugales, comme je l'ai défini précédemment, eh bien, vous restez sous le coup de la qualification de violence conjugale. Alors, si vous avez autour de vous des personnes qui sont victimes de violences conjugales, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut absolument pas hésiter à alerter et à prévenir. Pour cela, vous pouvez alerter la police en composant le 17, ou vous pouvez alerter en envoyant un texto, et là c'est quelque chose que peu de gens savent. C'est important de savoir que lorsque vous êtes victime de violence, ou si vous savez qu'il y a autour de vous quelqu'un qui est victime de violence, eh ben vous n'êtes pas obligé d'appeler. Il y a des personnes qui ont du mal à prendre le téléphone, appeler et dénoncer et dire attention, j'ai été frappée, ou j'ai été insultée, ou j'ai été menacée. Eh bien là, on peut juste envoyer un texto 114, on envoie un SMS dans lequel on peut communiquer par écrit avec un interlocuteur qui va intervenir et qui va vous aider à sortir de cette situation.
Donc ça, c'est important de savoir qu'il existe cette solution, qui a donc le SMS 114, qui va vous permettre de pouvoir alerter. Pour les personnes qui sont victimes donc de ces violences, ça peut avoir une conséquence sur l'état de santé. Ça va être des conséquences que ce soit à la fois physiques ou psychologiques. Et là, c'est extrêmement important d'aller consulter des médecins en urgence si vous avez besoin de soins médicaux. Ensuite, donc ce qu'il faut savoir, c'est que si vous êtes victime de violences conjugales, là encore, on entend très très souvent, et là surtout dans notre communauté, ah mais surtout tu pars pas de chez toi parce que si jamais tu pars de chez toi, tu vas perdre tous tes droits. Donc reste chez toi et puis essaye de trouver une solution, mais pars pas. Alors non, vous avez la possibilité de quitter le domicile conjugal. Si vous êtes victime de violence ou si autour de vous il y a quelqu'un qui vous parle de cela, vous pouvez faire passer ce message qui est que la personne qui est victime de violence peut quitter le domicile et elle peut quitter le domicile avec ses enfants. La solution qu'elle a pour essayer de se prémunir contre l'abandon du domicile conjugal, qui est un peu l'épée Damoclès qu'on met au-dessus de la tête des gens à chaque fois pour leur dire « Ah non, tu pars pas ni avec les enfants ni toute seule parce que je vais porter plainte pour abandon du domicile », eh bien là, vous avez juste à aller au commissariat déposer une main courante pour alerter, vous prévenez, vous leur dites « Voilà, moi je quitte le domicile conjugal parce que je suis victime de violence, je ne peux plus rester, je pars avec mes enfants, je vais être à tel endroit et vous êtes couverts ». Si vous avez des personnes pour vous héberger, vous donnez l'adresse des personnes qui vont vous héberger. Ou sinon, il existe des hébergements d'urgence que vous pouvez solliciter en composant le 115 et en contactant le SAMU social. Alors, donc là, le thème, c'est vraiment quels sont les recours que vous avez. Alors, le principal recours que vous avez lorsque vous êtes victime de violences conjugales, ça va être le recours pénal. C'est-à-dire que vous avez et vous devez... C'est un peu compliqué parfois de faire comprendre ça à des personnes qui sont victimes de violences économiques. Vous devez porter plainte. Parce que quand vous êtes victime de violences, pour que la personne cesse ses actes ou pour qu'elle puisse être punie pour ce qu'elle a fait, il faut déposer une plainte ou à tout le moins alerter le procureur. Le procureur, vous pouvez l'alerter en lui envoyant un recommandé ou en lui envoyant un simple courrier dans lequel vous allez indiquer vos coordonnées. Ou si vous connaissez une personne qui est victime de cette situation, vous pouvez vous-même écrire sur papier libre au procureur de la République en lui disant « Voilà, il y a telle personne qui vit à tel endroit, qui subit ceci, qui subit cela, et il faudrait intervenir et il faudrait l'aider parce que sa situation est telle qu'aujourd'hui elle est en danger. » Donc il ne faut vraiment pas hésiter à le faire parce que ça relève de notre responsabilité à tous et que si, hélas, au regard de l'actualité, on le voit, ça arrive souvent, on a un décès ou on a un dommage qui est extrêmement grave, une personne qui va être handicapée ou autre, votre responsabilité, elle peut être engagée. Donc, comme je vous disais, la première chose à faire, c'est de déposer plainte. Mais lorsque vous déposez plainte, hélas, si vous n'arrivez pas en sang avec des hématomes un peu partout, on ne va pas vous croire sur parole. Il va falloir que vous apportiez des preuves. Donc la première chose à faire, peut-être avant d'aller déposer plainte, c'est de faire constater vos blessures. Alors les blessures, vous pouvez les faire constater. Quand je dis blessures, ça peut être des blessures physiques comme ça peut être des blessures psychologiques. On peut être blessé psychologiquement et on peut bénéficier aussi d'une incapacité temporaire de travail pour des violences morales. Donc il faut faire constater ces blessures. Vous pouvez les faire constater auprès d'un médecin. Moi, ce que je conseille généralement, c'est pas d'aller voir uniquement le médecin traitant parce que bien évidemment, ça reste un professionnel de santé et sa parole fait foi. Mais on arrive, quand on est de l'autre côté, à contrer un certificat médical qui relève de la capacité d'un médecin traitant. Et il est préférable d'aller directement au service des urgences. Vous allez dans un hôpital public et vous expliquez ce qui s'est passé. Vous allez être pris en charge et on vous établira un certificat médical. Et au moment où vous allez au commissariat pour déposer plainte, donc vous pouvez vous rendre soit à la gendarmerie, soit à la police nationale, et bien là, vous pouvez vous-même demander à être vu par un médecin. Et là, c'est extrêmement important parce que il arrive souvent, surtout si les policiers ne vous croient pas, qu'on ne vous propose pas d'aller voir un médecin par l'intermédiaire de la police. Et ça, c'est fort dommage parce que lorsque vous déposez plainte, on va avoir besoin de déterminer le nombre de jours d'incapacité de travail qui vont permettre de savoir quel est le régime juridique qui va en découler. Donc, vous demandez à aller voir le médecin de l'hôpital, c'est ce qu'on appelle le service des UMJ, pour que le médecin puisse vous examiner et qu'il puisse constater les blessures que vous avez eues. Et là, c'est très important parce que ça vous permettra
de pouvoir faire valoir vos droits par la suite auprès du tribunal. Donc, une fois que vous avez déposé plainte, donc elle est censée être reçue et elle est transmise au procureur de la République qui va décider si oui ou non il poursuit, et s'il poursuit, quelles sont les mesures qu'il va mettre en place. Mais c'est une procédure qui est assez longue, donc avant d'en arriver au recours devant le tribunal correctionnel s'il y a une enquête qui est ouverte, sachez que vous pouvez bénéficier de ce qu'on appelle des mesures de protection. Ces mesures de protection, ça se passe auprès du juge aux affaires familiales. Il faut directement saisir le juge aux affaires familiales et demander à obtenir une ordonnance de protection. L'ordonnance de protection, vous n'êtes pas obligé d'avoir déposé plainte pour pouvoir l'obtenir. Il faut donc saisir le juge, vous allez déposer une requête, c'est souvent par le biais de votre avocat, où vous allez expliquer les violences dont vous avez été victime et vous allez demander des mesures de protection. Les mesures de protection que vous allez demander, ça va être par exemple un éloignement du domicile du conjoint. On va lui laisser, je ne sais pas, par exemple, 2 semaines pour pouvoir quitter le logement. On va vous laisser donc le droit de conserver le logement. On va mettre en place des mesures provisoires en ce qui concerne la garde des enfants s'il y en a. On va également mettre en place les mesures provisoires pour la pension alimentaire. Bref, on va mettre toutes les mesures nécessaires pour assurer votre sécurité et vous protéger. Donc l'ordonnance de protection, elle est extrêmement importante. Il ne faut vraiment pas hésiter à y avoir recours et à la solliciter auprès du juge aux affaires familiales. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, une fois que vous avez obtenu vos mesures de protection et que vous avez déposé plainte, eh bien, la personne encourt des sanctions. Et c'est important de le savoir, et c'est important d'en prendre conscience, parce que, comme je vous disais au départ, ces violences, c'est des actes qui sont graves, ce n'est pas normal, c'est puni par la loi, c'est bien encadré, et il faut absolument faire valoir ses droits. Il ne faut pas subir ces violences, il faut absolument agir. Et il faut savoir que même des violences, même légères, même insignifiantes pour vous, juridiquement, ça peut être qualifié de violence et ça peut être poursuivi au pénal. Donc, si vous êtes dans le cadre de violences légères ou de cadre de violences isolées, eh bien, dans ce cas-là, il encourt des sanctions. En tout cas, ce sera noté, il sera fiché. Il y aura un fichier dans lequel apparaîtra qu'il a été auteur de violence. Donc, il pourra faire l'objet soit d'un rappel à la loi, soit d'une composition pénale, voire même faire un stage de sensibilisation. Ça va être un stage qui va permettre de les responsabiliser pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple. Donc ça, c'est important, parce que ça arrive que lorsqu'on est face à un acte isolé, lorsque la personne a fait ce stage, par la suite, elle se calme et les personnes peuvent reprendre leur vie conjugale normalement. Ou sinon, même faire l'objet d'une médiation pénale. C'est lorsque la victime est d'accord, et généralement, c'est lorsque les violences ne sont pas trop importantes. Mais lorsqu'on est dans le cadre donc de violences physiques, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous avez, donc, après avoir été voir le médecin des UMJ, vous avez une ITT qui est inférieure à 8 jours, et bien dans ce cas-là, la personne risque 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Donc vraiment, c'est important d'avoir conscience de cela. Une personne qui est auteur de violences conjugales, c'est 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Et si l'ITT est supérieur à 8 jours, et ITT, ça peut être ITT physique ou ITT psychologique, et on voit souvent des personnes qui ont subi des violences pendant des années, qui vont avoir des ITT à 15 jours, 20 jours, 30 jours, et bien là, c'est 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. Donc c'est pas rien, on n'est pas dans les petites sanctions. Et si on est dans le cadre de personnes qui sont victimes de violences fréquentes, c'est-à-dire que ça va pas être un acte isolé, la personne est fréquemment victime de violences, c'est habituel, et souvent ça va être les violences physiques, les violences psychologiques, les violences économiques, on aura toutes les violences qui seront caractérisées sur ces 2 dernières années de vie commune. Et bien là, c'est 10 ans de prison et 150 000 € d'amende. Et hélas, lorsque ça entraîne le décès, on va être à 20 ans de prison, voire 30 ans de prison, ou la réclusion criminelle si on est dans le cadre du meurtre ou de la tentative de meurtre, comme on a pu voir il n'y a pas très longtemps sur la ville de Bobigny. Donc voilà, il faut vraiment bien prendre conscience que les violences, c'est des actes graves qui sont bien encadrés par la loi, et que la personne encourt de la prison. Et c'est bien d'arriver et d'anticiper, c'est-à-dire dès le départ, lorsque vous commencez à être victime de violences légères, d'anticiper pour que, avant d'en arriver à des grosses peines de prison, la personne puisse bénéficier peut-être d'un rappel à la loi ou voire d'un stage de responsabilisation pour comprendre que ce qu'elle fait, c'est grave, parce que
et là, ça arrive aussi que y a des personnes qui n'ont pas conscience en fait que ce qu'elles font, ça va être des violences économiques, vu que même les personnes qui les subissent n'ont même pas conscience qu'elles sont victimes de violences conjugales qui sont des violences économiques, et que les menaces ou les insultes, les insultes c'est encadré, c'est interdit, et que là encore, lorsque vous êtes victime d'insultes, si vous êtes insulté ne serait-ce qu'une ou deux fois dans la semaine, ou peut-être j'ai entendu une fois, oh mais ça arrive une fois par mois, c'est pas, non, c'est des violences, et c'est des violences qui sont punies, donc peut-être intervenir déjà à ce moment-là pour que juste le stage de sensibilisation puisse alerter et que la personne puisse prendre conscience et arrêter. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur ce thème-là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là pour vous répondre. Mais vraiment, ne surtout pas hésiter si vous avez autour de vous des personnes qui sont victimes de ces violences, parce que je sais, après je peux comprendre, mais il y a beaucoup de personnes qui ont bien évidemment honte d'en parler, qui ont honte de porter plainte. Et donc, elles n'auront pas le courage de faire le premier pas. Mais vous, autour de vous, si vous voyez des personnes qui sont dans cette situation, n'ayez pas peur d'alerter, de saisir le procureur et de dire, voilà, cette personne-là, je pense qu'elle est victime de violence, parce qu'il y a une enquête qui sera mise en place. Et même si au départ, peut-être qu'elle vous en voudra, je pense qu'à un moment ou à un autre, elle vous remerciera, parce que quand on sort de ces violences, généralement, on n'en a vraiment pas conscience, sauf quand on est dans le cadre de coups de violence physique et qu'on reçoit des coups. Quand c'est uniquement moral, psychologique et économique, on n'en a pas conscience, et c'est vraiment par la suite qu'on vous remercie et qu'on se rend compte qu'on était dans une situation qui n'était pas normale. Et surtout lorsque la personne se retrouve devant le tribunal correctionnel, ça lui met une grosse claque, elle comprend que ce qu'elle a fait, c'est pas bien, et on n'a pas toujours des excuses, mais le fait qu'elle soit sanctionnée, généralement ça la calme, mais elle recommence pas.